Cameroun, l'Afrique en miniature. Tu dis que quoi? C'est pour moi un cadeau d'être né camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Ouest. Nous sommes tous les héritiers d'une génération d'héros nationaux célèbres et anonymes qui ont lutté pour nous et ont payé le prix de notre indépendance, de notre liberté et de notre unité. Certains ont scellé leur engagement pour notre pays du rouge vif de leur sang. Leurs sacrifices saignants ne doivent pas être vains, gaspillés et oubliés. Ne trahissons pas l'histoire. Mesdames et messieurs, nous sommes le 10 février 2023 à l'aube de la 57e édition de la fête de la jeunesse du Cameroun qui a pour thème jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Made in Cameroun. Made in Cameroun. Une publication Cameroun First Think Tank. Dr Albert Zé, bienvenue sur Made in Cameroun. Merci pour votre invitation. Made in Cameroun qui est produite par l'organisation internationale non gouvernementale Cameroun First Think Tank est une émission qui donne la parole aux différents entrepreneurs sur le Made in Cameroun à travers le monde. Le docteur Albert Zé fait partie de la race des génies incompris par le gouvernement camerounais. Jeune chercheur en avance sur son temps, il a reçu en 2019 et en 2022 la distinction de meilleur chercheur en santé pour le développement à Abidjan en Côte d'Ivoire. Spécialiste en économie de la santé en Afrique, ce jeune Camerounais originaire de Bolova est classé parmi les meilleurs chercheurs en santé pour le développement. Le docteur Albert Zé est titulaire d'un doctorat PhD en économie, mathématiques et économétrie, spécialisé en économie de la santé, avec mention très honorable et félicitations du jury depuis 2011. Depuis 2010, il est le fondateur de l'Institut de recherche pour la santé et le développement. Consultant au Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales, chercheur au laboratoire d'analyse et de recherche en économie mathématique et membre du réseau Young Africa Research in Agriculture, il est particulièrement intéressé par les problèmes de développement durable, d'économie agricole, de gestion des risques, de résilience des systèmes complexes et de politique de santé. D'après le docteur Albert Zé, les différentes politiques de santé appliquées jusqu'ici au Cameroun sont importées, datent des indépendances et ne cadrent pas avec la réalité du Cameroun. Découvrons ensemble son parcours, ses combats et ses projets. Docteur, vous avez honoré le Cameroun en recevant la distinction de meilleur chercheur en économie de la santé pour le développement de la part du comité scientifique du Super Prix africain de l'excellence. Pouvez-vous nous expliquer à quoi sert ce prix? Alors c'est une récompense que j'ai reçue déjà à 2 reprises. Une récompense qui est due aux multiples activités, aux multiples travaux de recherche que j'ai menés déjà depuis des années. Donc le comité
scientifique du super prix africain de l'excellence a bien voulu que je puisse bénéficier de cette distinction par rapport à l'évaluation faite sur les activités et les travaux de recherche que j'ai menés depuis des années. Donc, de façon concrète, c'est un jury qui se réunit sans que nous puissions être au courant et qui suit différents profils à travers l'Afrique et au final, il vous donne le verdict sans que vous sachiez même que vous êtes suivi dans tout ce que vous faites. Donc voilà comment je suis arrivé et j'ai eu cette distinction à 2 reprises, 2019-2022. C'est juste, je dirais, c'est juste une partie de la fierté que je peux avoir sur ce que je fais parce que l'objectif n'est pas encore là. Avez-vous été surpris par votre nomination? Oui, bien évidemment. Bien évidemment que lorsque vous vous levez un matin, vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas que les gens vous suivaient depuis un bon bout et qu'on vous envoie une notification selon laquelle vous êtes, votre profil est en finale et qu'il faut envoyer des éléments additifs pour le soutenir. C'est une surprise, ça fait chaud au cœur de savoir que tout ce qu'on faisait depuis n'était pas véritablement dans l'eau. Donc c'était une surprise, mais une surprise suffisamment agréable en fait. Pourquoi votre distinction n'a-t-elle pas été médiatisée au Cameroun? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un peu comme je l'explique souvent. Au Cameroun, il y a des enfants mal aimés. Oui. Il y a des enfants mal aimés, quel que soit ce que vous pouvez faire, on va toujours vous ignorer, que vous fassiez ce qui est bien ou pas. Et je me dis toujours que j'en fais partie. Oui. Et les enfants mal aimés au Cameroun ont une particularité, c'est que c'est des gens qui n'aiment pas le faux. Oui. Et lorsque vous n'aimez pas le faux, forcément au Cameroun, on va vous mettre à la marge. Et du coup, tout ce que vous faites, même si c'est pour le rayonnement du pays, on va tout faire pour que vous ne puissiez pas exister. Donc c'est un peu ça. J'ai connu beaucoup d'histoires derrière ce prix. Des histoires de discrimination, des histoires même de dénigrement, venant même déjà d'abord de ma communauté, de ma région, ce qui est davantage assez étonnant. Vous imaginez, vous êtes l'enfant d'une région et que la frustration commence par là et le dénigrement. Donc vous pouvez imaginer, mais comme je le dis, l'objectif est ailleurs. L'objectif n'est pas ce que aujourd'hui tout le monde m'acclame, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que même ceux qui me dénigrent puissent avoir la santé et la meilleure santé à travers tout ce que je mène comme combat. Voilà. Comment expliquer que notre pays, le Cameroun, ne puisse pas profiter de votre talent en vous permettant d'être ne serait-ce qu'un simple conseiller du ministre camerounais de la Santé? Made in Cameroun. Promotion spéciale du Made in Cameroun. Ouvriers BTP, peintres électriciens, plombiers, menuisiers, carreleurs. Nous sommes des ouvriers polyvalents en BTP. Vous avez besoin des services d'un plombier. Nous sommes des plombiers qualifiés pour les débouchages de canalisation, les recherches de fuites d'eau, la petite plomberie ou les travaux de salle de bain, etc. Vous avez besoin des services d'un peintre. Nous sommes des peintres compétents et qualifiés pour réaliser votre projet de rénovation d'appartement. Vous avez besoin des spécialistes en peinture résidentielle ou commerciale, extérieure ou intérieure. Vous avez besoin des services d'un menuisier. Nous sommes des menuisiers professionnels et autonomes, qualifiés dans leur métier, qui savent faire des menuiseries extérieures autant qu'intérieures. Le montage des cuisines intégrées, des escaliers, des portails en bois ou en matière plastique. Et tout dont vous avez besoin en menuiserie. Agrandissement, extension et rénovation de votre habitation. Agencement et aménagement complet. Vous avez besoin des services d'un électricien. Nous sommes des électriciens qui s'occupent des installations électriques,
pose et raccordement des câbles, des grands et de petits travaux d'électricité. Vous avez besoin des services d'un carreleur. Nous sommes des carreleurs qualifiés, spécialistes de la pose de différents types de matériaux, aussi bien en extérieur qu'en intérieur, terrasse, salle de bain et autres espaces. Vous avez besoin d'un ouvrier pour creuser un puits, une tombe, un WC, etc. Vous voulez acheter ou louer un terrain titré, une maison, un appartement, une chambre ou un studio au Cameroun. Vous voulez un appartement juste pour vos vacances au Cameroun. Vous vivez en Afrique et aimerez louer ou acheter une maison, un appartement, un studio en Europe. Nous nous déplaçons partout au Cameroun. Sur WhatsApp ou en appel direct au +237 671 65 11 30 +237 95 66 10 71. Oui, c'est une bonne question, mais pour répondre à ça, je dirais que nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun parce que c'est un pays assez particulier. Un pays où on est obligé de faire avec les médiocres parce qu'ils acclament. Oui. Donc, on est obligé de prendre ou alors de considérer ceux qui n'apportent rien parce que justement ils sont dans une posture où ils sont du même avis que ceux qui ont entre guillemets le droit de décider. Donc c'est pour ça que nous sommes, c'est pour cela que je peux dire qu'aujourd'hui je ne suis pas proche d'un dirigeant, je ne suis pas proche de qui que ce soit. Mais je dirais une chose aux plus jeunes, puisqu'il s'agit de la fête de la jeunesse, c'est de ne jamais se corrompre en fait. C'est-à-dire, quelle que soit la difficulté qu'on peut rencontrer dans ce qu'on fait, il faut rester intègre. Oui. Et je vous assure que le fait de rester intègre vous donne déjà d'abord un bonheur personnel. Ouais. Et je n'ai pas besoin d'être aujourd'hui forcément le conseiller d'un ministre ou je ne sais pas qui que ce soit pour être satisfait de ce que j'ai fait ou de ce que je fais. C'est une satisfaction d'abord personnelle et de savoir que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, je participe pleinement et positivement au développement de mon pays. Quel est votre sentiment sur le fait qu'en 41 ans de pouvoir, le président Paul Biya n'ait jamais reçu un jeune leader camerounais, tout en précisant que le président reçoit toujours les lions indomptables après chaque victoire et que la première dame reçoit les musiciens et autres influenceurs? Je crois que le président a son cahier de charge et il essaye bien de le respecter. Son cahier de charge, c'est de promouvoir le divertissement. Ça, il faut qu'on le dise comme cela. C'est pas... moi, je parle toujours sur les observations. Vous-même, vous le dites, en 41 ans, il n'a pas reçu de jeunes leaders, il n'a pas reçu... Et ces jeunes-là qui font la fierté du pays dans plusieurs autres domaines de réflexion, de développement, de technologie, d'industrie et autres, et même d'entrepreneuriat. Mais à chaque fois, c'est toujours le football, c'est toujours le sport et la musique. Ça également, il faut le mentionner. Ce qui n'est pas mauvais. Parce que c'est aussi des Camerounais qui vendent l'image du pays et considérablement. Mais le problème qui est là, c'est qu'aucun pays au monde ne s'est développé avec l'industrie du divertissement. Aucun pays. Ça, il faut qu'on le dise clairement. Donc, il faudrait que les choses soient faites de façon véritablement combinée, qu'on puisse le voir ainsi, que non seulement ceux qui participent au développement de façon directe puissent être reçus par le président de la République, mais également les autres qui participent de façon indirecte. Mais qu'on ne soit pas toujours dans ce sens d'inégalité au sein de la société qui voudrait que les uns et les autres peuvent être proches du président et que d'autres pas. Je voudrais dire aussi quelque chose, c'est que le fait d'être même reçu par le président n'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Si déjà le président avait pour objectif de développer ce pays, s'il avait pour objectif de mettre l'accent sur
sur un certain nombre de choses. Je crois qu'on n'a pas besoin qu'ils nous reçoivent, on n'a pas besoin qu'ils reçoivent les jeunes leaders dans tous ces domaines que j'ai cités. On a juste besoin qu'ils mettent sur pied un cadre qui permet à ce que ces jeunes-là puissent véritablement se mouvoir et participer positivement à l'émergence du Cameroun. Et si la bonne information n'arrivait pas toujours chez le chef de l'État? Mais on nous a toujours fait comprendre qu'il est l'homme le plus informé, le plus renseigné. Donc, je ne peux pas croire qu'il n'a pas l'information. Je ne peux pas croire qu'il n'a pas l'information. Et je dirais ici que le décret présidentiel qui me décore à titre exceptionnel après mon prix, chevalier de l'ordre de la Valeur, il est signé du président de la République. Ça veut dire que forcément il doit avoir l'information. Donc on ne peut pas se dire qu'il n'a pas l'information. Vous êtes l'auteur de 6 livres dans le domaine scientifique et de plus de 13 présentations à des conférences et séminaires dans les institutions de référence telles que la Banque mondiale. Comment avez-vous fait pour résister à la tentation de vous installer en Occident comme la plupart des talents négligés par le Cameroun? C'est un challenge personnel et familial. Ça, je le raconte toujours et je le dis. Et je le raconte avec beaucoup de passion. J'ai grandi dans une famille avec 2 parents enseignants du primaire. Et mes 2 parents sortis de l'école normale à l'époque avaient pris la décision, une décision délibérée, de servir leur pays en zone rurale. Wow. Ça, je vous dis, c'est assez incroyable. C'est incroyable. Et je vous dis, ils étaient tout jeunes en fait. Oui. Tout jeunes. Et ils ont décidé de servir leur pays en zone rurale. Parce que mon père, père son âme, disait généralement que lui, il a grandi au village. Il a vu les difficultés qu'il y avait pour qu'il aille à l'école. Oui. Et que maintenant, aujourd'hui, où il est devenu enseignant, il pense qu'il faut qu'il aide ces jeunes-là qui grandissent dans les mêmes conditions que nous. Donc vous voyez que nous, on a grandi dans cet état d'esprit de servir son pays sans rien attendre en fait. Parce que mes parents l'ont fait, ils ont travaillé toute leur vie en zone rurale, ils n'ont bénéficié d'aucun avantage, comme certains qui en ont eu jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a été une décision délibérée. Et que lorsque vous vivez donc avec des parents qui ont une philosophie pareille, ils vous la donnent, ils vous transmettent en quelque sorte l'amour de votre pays, de servir votre pays. Et je l'ai souvent dit à mes amis, je n'ai jamais rêvé m'installer ailleurs. Peut-être que ça arrivera parce que les conditions que nos aînés mettent en place tous les jours nous poussent vers là. Mais je dirais ici que pour le challenge personnel, ce que je m'étais dit, c'est que je sors des quartiers difficiles. Je sors d'un environnement qui est assez difficile parce que vous imaginez les enfants des enseignants du primaire, qu'est-ce qu'ils étaient? Pas grand-chose. On n'était pas grand-chose. Donc, et en plus, des enseignants du primaire qui enseignent en zone rurale. Donc, nous sommes des petits villageois. Forcément. C'était de quel côté déjà? Du côté du sud, au fin fond du sud. Donc, vous imaginez. Et pour ce qui me concerne, je m'étais dit, il faudrait que je montre à ceux-là qui viennent du même environnement que moi, des mêmes conditions de vie que moi, qu'il est possible de sortir la tête de l'eau étant sur place, qu'il est possible d'avoir une place au soleil étant sur place. Et je pense que c'est ce que j'ai fait jusque-là. Je n'ai pas encore atteint mes objectifs, mais je crois que je suis sur le chemin. Voilà pourquoi je suis là jusqu'aujourd'hui. Et si vous nous parliez de l'anecdote de 2011, lorsqu'on vous avait interdit d'enseigner dans les universités du Cameroun parce que vous étiez âgé de 24 ans. Oui, ça a été un tournant décisif de ma vie. C'est à ce moment que il me fallait faire le choix entre rester au Cameroun et partir. Oui. C'était vraiment le tournant décisif de ma vie parce que je suis recruté
à l'université. C'était le premier recrutement que le président avait demandé de faire, recrutement de masse, où il avait demandé de recruter 1000 enseignants d'université à travers le pays. Et j'avais déposé mes dossiers, j'avais 24 ans. Et je me rappelle que c'est mon père qui me disait, il faut déposer tes dossiers parce que je pense que tu peux bien faire l'affaire. Bon, je suis allé déposer. Et c'est lui qui avait même en fait fait le dossier. Je suis allé déposer et puis un soir de août 2011, on a lu les noms à la radio, au poste national. Oui, bien sûr, on s'en rappelle. Et mon nom figurait avec celui de mon frère aîné. Oui. Et il fallait faire maintenant le complément du dossier et passer l'interview et autres. Ce que je suis allé faire justement au niveau de... Ça se passait au niveau du MINSUP. Et je suis arrivé ce jour-là, malgré la torture qu'on avait subie, où on nous avait délibérément torturés parce qu'on disait non, c'est la dernière fois que vous souffrez comme ça, souffrez. Et puis, donc, patientez. Nous sommes arrivés et puis je vais dans le jury. Lorsque j'arrive, je trouve il y avait un de mes enseignants à l'université. Il y avait un autre enseignant, je tais seulement les noms parce que je les connais tous. Je peux bien citer leurs noms, mais je préfère ne pas le faire. Et il y avait une autre dame, donc ils étaient 3. Et là, je suis reçu. Lorsque je suis reçu, je crois qu'il était 11 heures comme ça. Et le premier enseignant qui me voit, il me dit « Monsieur, vous voulez être enseignant d'université ?» Je dis « Oui, pourquoi pas, sinon je ne serais pas là. » Et il me dit, il prend mon dossier, il le feuillette, il secoue la tête. Il le fait, il fait le geste 3 fois. Et après, il me dit « Mais je vous trouve trop jeune pour être enseignant d'université. » Ça faisait déjà 2 ans que j'enseignais le personnel de santé. À ce moment-là, parce que j'avais commencé à enseigner le personnel de santé très jeune. Et il me dit, c'est pas possible, vous ne pouvez pas être enseignant d'université à cet âge-ci. Je lui dis pourquoi. Il me dit, dans tous les cas, sur la base de votre dossier, on ne peut pas vous disqualifier parce que vous avez un bon dossier. Mais j'estime que vous êtes trop jeune pour être enseignant d'université. Et celui qui était mon enseignant, qui m'a tenu, qui se retourne et me dit, mais monsieur, vous avez même encore quel âge là? Je lui dis 24 ans, professeur. Il dit, mais vous faites quoi ici? Rentrez au quartier, allez vous reposer. Je dis, mais comment se fait-il que à 24 ans, vous estimez que je suis trop jeune pour être enseignant d'université? Il me dit, mais écoutez, monsieur, sachez une chose, c'est que nous, on estime que vous êtes trop jeune pour être enseignant d'université. Et la dame qui était là leur fait le reproche en leur disant, vous ne voyez pas que vous êtes injuste? Cet enfant n'a juste fait que ce qu'il fallait. Pourquoi est-ce que vous voulez le pénaliser? Parce qu'il a fréquenté normalement. Et ils ont dit à la dame qu'écoutez, madame, vous n'avez pas de voix ici. Nous avons décidé qu'il va au quartier et il ira au quartier. C'est comme ça que mon dossier a été mis de côté. Et au moment où je me lève, en fait, c'est à ce moment, c'est un peu ça le tournant. Lorsque je me lève et je vais au niveau de la porte et c'est mon enseignant qui me rappelle, il me dit, monsieur, je me retourne, il me dit, vous êtes assez brillant, on vous recrutera dans un autre pays si nous estimons que vous êtes trop jeune ici. C'était super frustrant. Je crois qu'à l'époque, vous imaginez un enfant de 24 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai essayé de rencontrer le ministre de l'enseignement supérieur, qui est toujours ministre actuellement, qui a refusé de nous rencontrer parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient victimes d'autres injustices. Nous avons essayé de ne pas aller de façon séparée. On a essayé de réunir un peu nos causes pour essayer d'aller voir le ministre. Il a refusé de nous rencontrer. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne fallait rien faire d'autre. Il fallait juste digérer l'injustice et se poser la question, est-ce qu'il faut rester au Cameroun ou alors il faut partir? Et je crois que j'avais pris la décision de rester et de montrer à tous ces gens qu'ils avaient eu tort justement de me frustrer. Vous êtes le fondateur de l'Institut de recherche pour la santé et le développement et également consultant au Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales.
Et si vous devriez expliquer à l'homme de la rue l'utilité de vos recherches, que lui diriez-vous? Alors, le travail que je fais, c'est un travail qui vise à améliorer la santé des populations. C'est-à-dire que améliorer la santé des populations à travers la mise en place de ce que j'appelle les systèmes de santé responsables. Oui. Les systèmes de santé responsables ici font référence à ces systèmes de santé qui répondent efficacement aux besoins des populations. Donc, c'est un travail que je fais depuis des années, c'est-à-dire qu'un travail de proposition, d'évaluation et de proposition des politiques de santé et sociale qui permettent justement à ce que nous puissions améliorer notre cadre sanitaire et notamment le niveau de vie, le bien-être des populations et de façon globale leur santé. Oui. Donc c'est ce travail que je fais au quotidien et je m'y plais parce que justement parfois lorsque vous avez des retours qui viennent d'autres pays sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez proposé, ça vous fait vraiment de la fierté. Le patriotisme économique qui prend peu à peu forme au Cameroun dans le cadre de la promotion du Made in Cameroun relève de la mise en œuvre de l'intelligence économique au niveau étatique. Quel est le conseil que l'économiste que vous êtes peut donner au gouvernement camerounais qui commande même les cure-dents et les cotons-tiges à l'étranger? Pour quelqu'un de mon âge, le seul conseil que je peux leur donner, c'est de libérer l'espace. Ça, il faut le dire clairement. Nos aînés, nos pères, l'expérience a démontré, les résultats sont là. Les résultats ont montré qu'ils ne peuvent plus rien nous apporter. Ça, honnêtement, il faut qu'on le dise. Les enjeux aujourd'hui sont tellement énormes. Les enjeux aujourd'hui sont tellement actualisés et tellement modernes qu'ils n'ont plus de capacité, ils n'ont plus d'outils. Et ils ne peuvent plus, et même l'énergie nécessaire pour pouvoir nous apporter quelque chose. Quel est le conseil autre que je peux donner aux gens qui favorisent la vente des whisky en sachet? Aucun conseil. Aucun conseil. C'est-à-dire que le seul et véritable conseil, c'est qu'il libère l'espace, qu'il passe la main aux plus jeunes, qu'il donne le témoin à ceux-là qui viennent après, comme les autres ont fait à leur temps. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le seul enjeu aujourd'hui. Le seul enjeu, nos aînés, véritablement, s'ils nous écoutent, qu'ils libèrent l'espace et qu'ils ont assez fait. On ne voudrait peut-être pas entrer dans les profondeurs si c'est positif, si c'est négatif. Tout ce que nous leur demandons aujourd'hui, c'est qu'ils donnent la possibilité aux plus jeunes de bâtir ce pays selon les règles de l'environnement moderne dans lequel nous nous sommes retrouvés actuellement. Gouverner serait-il un problème de maturité comme le soutiennent les vieux dirigeants du Cameroun? Non, c'est pas un problème de maturité. L'âge ne définit pas la maturité d'un homme. L'âge, c'est un chiffre. L'âge, c'est quelque chose qui nous permet de voir l'évolution d'un individu. La maturité, on peut la voir même à 1 an. Et la preuve en est que nous avons des jeunes beaucoup plus matures que certains de nos vieux, il faut le dire. Et quand vous voyez les scandales dans lesquels nos vieux se retrouvent, plusieurs jeunes, moi particulièrement, sans peut-être dire que je suis juste, mais il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas me retrouver. Donc, forcément, c'est pas un problème d'âge, mais je crois que là, nous sommes à un tournant de notre vie qui voudrait que nous puissions avoir des aînés qui passent la main aux plus jeunes. La jeunesse camerounaise est le fer de lance de la nation, nous martèle sans cesse le président de la République. Mais comment expliquer à un jeune Camerounais qu'un footballeur français et milliardaire comme son Bahanak reçoive une aide de 200 millions de francs CFA pour son évacuation sanitaire en France, mais que les orphelins de Monique Koumatekel, par exemple, n'aient pas reçu l'aide de l'État du Cameroun jusqu'à présent? Alors, c'est pas le fait de donner 200 millions pour l'évacuation de son qui est un problème. C'est pas ça le problème en fait. Le souci ici, c'est
l'inégalité qu'il y a au sein de la population. C'est-à-dire que vous avez d'une part des personnes qui bénéficient de tout et vous avez de l'autre part des personnes qui ne bénéficient de rien. C'est ça le véritable problème. On peut donner 200 millions à qui on veut, mais qu'on s'arrange à ce que chacun d'entre nous également puisse se sentir bien dans ce pays au même titre que les autres. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. On ne refuse pas qu'on puisse donner de l'argent à des enfants, peut-être des enfants de riches, mais il faudrait que ceux-là qui ne sont pas ces enfants puissent se sentir également camerounais. Voilà. Donc c'est ça en fait l'enjeu dans lequel nous nous trouvons. Moi j'ai souvent fait certaines zones où vous arrivez, vous trouvez des enfants qui vont à l'école et qui sont assis à même le sol. Oui. Et la première fois que j'ai vu ça, j'ai coulé des larmes. Parce que je me suis posé la question de savoir, est-ce que ceux-ci se sentent camerounais au même titre que ceux qui sont au lycée général Leclerc, par exemple. Ceux qui sont, par exemple, à Vogue et autres. Vous voyez? Donc, vous voyez que à ce moment, ce problème d'inégalité, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Pas s'attaquer au montant qu'on a donné à qui que ce soit. Il faudrait que chacun se sente véritablement camerounais et qu'il se sente chez lui et qu'il bénéficie à son niveau de la richesse du pays. Des jeunes filles sont violées. Des bébés arrachés ou des quadruplés prématurés de Christelle N'Tchama meurent par manque de couveuse à l'hôpital central de Yaoundé. À votre avis, à quoi servent les ministères des Affaires sociales et de la condition féminine qui n'interviennent jamais dans ces affaires? Made in Cameroon. Benyodi Media and Digital Advertising. Vous voulez créer un logo, des flyers, des affiches, des cartes de visite, une brochure. Vous voulez designer un t-shirt. Vous avez en projet la création et le design de votre page Facebook Pro, YouTube, Instagram avec animation 2D et 3D. Vous recherchez une voix off pour vos spots publicitaires. Le costume est un incontournable de votre dressing. Alors autant faire en sorte qu'il soit impeccable. Voyons ensemble comment entretenir un costume. Vous avez besoin d'un monteur vidéo ou d'un caméraman pour vos spots vidéo, clips vidéo, concerts, mariage, anniversaire, animation flash, intro en flash, bannière Facebook, YouTube, Instagram statique ou animé, animation logo. Nous nous déplaçons partout en Europe. Il suffit de nous contacter sur WhatsApp ou en appel direct au +33 6 95 35 56 77. Mais parce que ce sont des ministères inexistants. Ce sont des structures qu'on a créées pour contenter les gens. Oui. En réalité, ça n'existe pas. Parce que vous-même, vous voyez que l'action sociale n'y est pas. Même si vous êtes incompétent, comment? Si un jour, on vous donne une charge et qu'il y a un problème, vous allez au moins agir à 1%. Alors, vous ne pouvez pas me dire que ces gens sont plus incompétents que l'incompétence. C'est qu'en fait, ils n'existent pas. C'est qu'en fait, leur rôle dans notre société n'est pas défini. Donc, du coup, ce sont des gens à qui on a donné un titre et qui se contentent d'être là. Pourtant, c'est des gens qui sortent chaque matin. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour justifier. Ils sortent chaque matin pour justifier le fait qu'on leur a donné un titre, c'est tout. Je parlais tout à l'heure de la question des whisky en sachet. Oui. Hier, justement, j'allais au bureau et j'ai croisé un attroupement avant Acropole. Oui. Où il y avait un jeune qui, après avoir bu, est tombé dans un caniveau, il s'est fracassé la tête, il est décédé. Alors, quand vous avez ce genre de phénomène dans la société et que on vous dit qu'il y a un ministère des Affaires sociales qui ne s'y intéresse pas et que on en parle quand même pour dire que ça existe, moi j'ai bien peur que l'existence de quelque chose soit sur les faits. Oui.
Et s'il n'y a pas de fait, ça veut dire que vous n'existez pas. Nous restons toujours dans l'actualité. Peut-on dire désormais que les hautes instructions présidentielles vont commencer à servir à quelque chose depuis l'affaire Martinez-Zogo? Les hautes instructions ont toujours servi à quelque chose. Mais sauf que ça sert à quelque chose lorsque ça touche les intérêts de certains. Oui. C'est à ce moment que ça touche, ça sert à quelque chose. Donc, vous voyez bien que ce qui se passe aujourd'hui, c'est... En fait, on ne peut pas continuer à avoir le silence habituel parce que forcément, ça va toucher certains. Ça va toucher les intérêts de certains. Oui. Et c'est pour cela que vous voyez justement cette réaction. Pourquoi il n'y a pas de hautes instructions après tous les scandales d'insolvabilité des patients dans les hôpitaux? Pourquoi? Parce que effectivement, ça ne touche personne. Ça ne touche pas une certaine classe de personnes qui partent, lorsqu'ils ont des maux de tête, partent boire les Feralgan en France ou je ne sais pas où. Donc, ça ne les touche pas. Donc, les hautes instructions ici, c'est lorsque ça touche les intérêts de certains, et ça a toujours été comme ça. Pour moi, j'attendrai voir la suite et j'attendrai voir surtout la force des hautes instructions quand il s'agira peut-être depuis, ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on réclame l'argent disparu de Covid. Oui. Pourquoi les hautes instructions n'ont pas été écrites là-dessus? Oui. Donc c'est à ce moment que je saurais que ça va servir à quelque chose dans ce pays. Si ce n'est que pour l'affaire Martinez, nous en sommes fiers parce que il y a une mouvance positive qui s'est engagée, mais je dirais que je reste en attente pour voir la suite. Si la participation de Laurent Esso était prouvée, pensez-vous que le président de la République pourrait demander à la justice camerounaise de faire arrêter son garde des Sceaux quand on sait que les 2 hommes sont amis depuis plus de 60 ans? Si on se pose cette question, c'est pour peut-être dire qu'il est différent de ces jeunes enfants qui vadrouillent au quartier. Nous tous, nous sommes Camerounais au même titre. Donc s'il a fauté, il faut bien qu'il réussisse le châtiment qui va avec. Il est inadmissible qu'un jeune qui a volé un coq au quartier soit lapidé et que celui qui est coupable d'un meurtre soit chouchouté. Donc forcément, si il savait que il est fautif ou alors il a la main mise dans ce qui est dit et ce qui est fait actuellement, il faudrait bien qu'il reçoive le châtiment proportionnel à ce qu'il a fait. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est ce genre de réaction, c'est-à-dire que ce châtiment n'est pas seulement une punition à titre individuel, mais c'est un acte éducatif. Oui. Parce qu'il faut ici dire une chose. Moi, j'ai des difficultés aujourd'hui. Comme j'aime souvent discuter avec des plus jeunes au quartier, généralement des plus petits, j'ai des difficultés aujourd'hui à leur parler parce que, sachant que j'ai participé à l'audit de Covid, plusieurs me posent généralement la question, la suite c'est quoi? Parce qu'il a été établi, lorsque vous lisez le rapport d'audit de Covid, et aujourd'hui vous ne pouvez plus mentir à un enfant parce qu'il y a toutes les sources d'information. Il a été établi que beaucoup de responsables ont été fautifs de faute de gestion et autres. Donc, et qu'ils restent justement à leur place, ça prouve qu'on a de la peine aujourd'hui à pouvoir dire à un enfant que voler, c'est pas bien. Bien sûr. Donc, il y a ce problème. C'est pour cela que j'évoque ici un acte éducatif. C'est-à-dire, lorsqu'on punit une erreur, lorsqu'on punit quelque chose d'aussi grave, c'est pour éduquer plus jeunes, pour leur dire il ne faut plus recommencer. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui des jeunes dans des lycées se livrent à toutes sortes de dérives. Pourquoi? Parce que nos aînés font certaines choses qui arrivent jusqu'à leurs oreilles. Oui. Donc, moi je pense ici que pour sauver
l'image du Cameroun, pour sauver le Cameroun que nous aimons tant, il faudrait que tous ceux qui vont se rendre fautifs et coupables dans cette affaire puissent effectivement être punis et sévèrement punis. Ça, il faut le dire. Et autre chose, à part le caractère éducatif, il y a le caractère sécuritaire. Bien sûr. Qui voudrait que nous puissions également se mouvoir également dans notre pays sans toutefois avoir peur, comme les autres le disent, sans toutefois avoir peur de voir une Prado qui est derrière nous. Donc, il faudrait bien que tout cela soit mis en place et que ceux-là qui sont coupables, qui sont fautifs, puissent être châtiés proportionnellement à leur acte diabolique. Nous tirons déjà vers la fin de cet entretien. Y a-t-il un sujet ou une thématique que nous n'avons pas abordé sur laquelle vous souhaitez nous entretenir? Le seul sujet que je peux aborder ici, c'est le sujet de cette jeunesse qui a démissionné. Qui a démissionné de sa véritable place dans notre pays. Et c'est bien dommage de voir que lorsque nous parlons des problèmes sérieux de ce pays, qu'on voit une certaine jeunesse qui nous fait comprendre que ça ne les intéresse pas. Alors, je me demande bien ce qui les intéresse parce que là, il s'agit de l'avenir de notre pays. Non seulement de l'avenir de notre pays, mais également de l'avenir de nos enfants. Oui. Donc, nous devons absolument nous impliquer dans ce qui se passe dans notre pays. Et je vais vous faire part d'une petite anecdote vécue avec un très haut responsable de ce pays. J'évite de donner sa fonction et son nom. Avec qui on était en discussion. Certainement, s'il nous regarde, il va se sentir concerné. Et nous étions en train de parler des questions d'émergence, de développement du pays. Et il nous dit, mais pourquoi vous nous gênez même avec vos histoires d'émergence et de développement? Nous sommes vieux, laissez-nous manger et mourir et après vous allez vous débrouiller. Donc, il faut comprendre un peu ici l'esprit qui anime ceux qui sont nos aînés. Il faut comprendre l'esprit qu'ils ont, c'est de détruire complètement le Cameroun avant de partir. Si possible, le mettre dans la poche en partant. Et comme ça, peut-être, on va disparaître en même temps. Ça leur fait mal, en fait, à un moment de penser qu'ils vont mourir et nous laisser le Cameroun. Donc, nous devons être conscients de cela. La jeunesse doit être consciente du fait que nous avons un challenge. Ce challenge-là, c'est que nous ne devons pas laisser ces vieux emporter ce pays comme ils sont en train de l'emporter. Et ce challenge, véritablement, il est réel et il est sérieux. C'est donc sur cette note que nous mettons fin à cette interview. Merci au Dr Albert Zé qui a répondu présent à ce banquet inédit et on espère le revoir très très bientôt sur Cameroun First Think Tank et bien sûr dans Made in Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous vous sommes reconnaissants d'avoir pris de votre temps pour écouter cette interview. Merci de la partager avec les autres sans oublier de vous abonner sur nos 2 pages Facebook. Comment nous contacter? Déjà en vous abonnant sur nos 2 pages Facebook. Cameroun First Think Tank et publicité pour le Made in Cameroun. Par courrier postal au Cameroun. Nous écrire à la boîte postale 15 070 Yaoundé Cameroun. Par courrier postal en France. Nous écrire au 59, rue de Pontieux, bureau 326, 75 008 Paris. Par message WhatsApp sur ce numéro de téléphone, plus 33, 6, 52, 89, 97, 28. Made in Cameroun.
Made in Cameroon. Une publication Cameroun First Think Tank. Cameroun, l'Afrique en miniature. Tu dis que quoi? C'est pour moi un cadeau d'être né camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Ouest. Nous sommes tous les héritiers d'une génération d'héros nationaux célèbres et anonymes qui ont lutté pour nous. Et ont payé le prix de notre indépendance, de notre liberté et de notre unité. Certains ont scellé leur engagement pour notre pays du rouge vif de leur sang. Leurs sacrifices saignants ne doivent pas être vains, gaspillés et oubliés. Ne trahissons pas l'histoire.